Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief, la présentation, le débrief de l'étape numéro 3 de ce Dauphiné, avec une étape qui était assez plate, surtout sur la deuxième partie de parcours. On partait de Langeac pour aller à Saint-Aon-le-Vieux. Sprint en boss assez atypique, comme cette course, depuis le début, on a plutôt des étapes assez particulières. Je trouve c'est pas une course habituelle, c'est pas un Dauphiné habituel, je trouve, cette année. Avant de faire le débrief de cette étape, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis voilà, on commence tout de suite. Ça a été une étape assez calme, on s'attendait à un sprint, on a eu un sprint de toute manière, on n'avait que Loïc Vliegen et Goldstein dans l'échappée, donc on savait qu'il y avait très peu de chances que ça aille au bout, surtout que l'échappée n'a jamais eu énormément d'avance. Le scénario qu'on pensait avoir sur cette étape s'est en fait déroulé. Le scénario que nous avons eu sur cette étape était totalement prévisible. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Clément Russo, le coureur français d'Arkea, qui a fait pour moi plutôt une belle étape, 8e place pour Clément Russo de Arkea Samsic. Je ne m'attendais pas à ce que ce coureur-là soit dans le top 10. Après, il faut quand même rappeler que Warren Barguil ayant chuté, je pense que la carte maîtresse de cette équipe était plus Warren Barguil que Clément Russo pour cette journée, mais il a bien fait office de leader de rechange, on va dire, pour cette étape. Il a vraiment fait une belle journée, Clément Russo. Quoique c'était peut-être même pas leader de rechange, parce que c'est vrai que comme notre ami Warren Barguil est en plus malade, il y avait peut-être eu cette idée-là dès le départ pour l'étape. Non, il a fait une belle étape. Encore une fois, c'est un coureur qui cette année a un peu passé un cap. 11e de Pantour, également 5e du Shell des Prix, j'oublie toujours le nom de cette course en français. Je ne sais plus, mais voilà, il a fait quand même des résultats un peu meilleurs. 21e du Samin aussi. C'est un coureur qui progresse d'année en année, qui a quand même 26 ans, donc c'est un coureur qui a maintenant de l'expérience, souvent équipier, rarement leader quand on voit ses résultats, mais c'est un coureur important désormais dans l'effectif de Arkea. Et là, il a fait une belle journée, donc c'est important de le signaler. Puis c'est pas toujours facile comme ça pour un équipier de devenir leader sur une journée ou 2 jours de course. C'est toujours un petit peu particulier pour un équipier qui n'est pas habitué à avoir ce rôle-là, qui parfois va se mettre trop de pression comparé à d'habitude, et qui va vouloir faire les choses trop bien, et qui va en fait tout rater dans sa journée. On s'aperçoit qu'il commence à avoir des pas mauvais résultats, lui, de progresser encore. Lui qui est arrivé également sur le tard chez les professionnels 2018, chez Fortuneo, puis chez Arkea. Donc il a passé toute sa carrière dans cette équipe. Je continue avec Clément Venturini, c'est plus-moins Clément Venturini. 6e, on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux pour le français, mais il démarre son sprint en n'étant pas très très bien placé. Clément Venturini, donc forcément quand vous n'êtes pas bien placé, c'est un petit peu compliqué derrière pour vraiment faire un sprint de qualité. Dommage pour Venturini, parce qu'il aurait pu faire une étape vraiment bien. Et puis encore une fois, chez AG2R, je suis pas sûr encore une fois que l'équipe soit totalement décidée pour le Tour de France. Alors, on sait qu'il y aura O'Connor, on sait qu'il y aura des Nance Peters et autres, mais je pense qu'il y a certains coureurs où on hésite. Quand on voit Greg Van Avermaet, on se dit qu'en tant que sprinter principal, ça ne pourra pas le faire. Quand vous avez Marc Sarrault et Clément Venturini, ça peut être intéressant de les emmener. Je rappelle quand même que le Tour de France, c'est la course majeure pour AG2R, Citroën, et que cette année, Citroën est là. C'est-à-dire que Citroën veut quand même, à un moment, ils vont vouloir des résultats. Ils n'ont pas mis de l'argent dans cette équipe juste pour qu'on voit le nom de leur sponsor s'afficher sur les écrans de télévision. Voilà, ils vont vouloir aussi avoir des résultats. Et du côté de Venturini, ça peut être une carte intéressante. Surtout qu'on sait qu'il y a quelques étapes qui
peuvent quand même lui convenir à ce profil-là de coureur. Donc oui, ça peut être pas mal de l'emmener. Après, je fais pas la promotion de Venturini, hein. C'est un bon coureur, mais j'ai pas plus d'affinité que ça avec Venturini. Mais je me dis que chez G2R, ça pourrait être une carte intéressante à jouer, surtout qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de coureurs, et notamment des sprinteurs, qui risquent de ne pas faire l'intégralité de la course pour se concentrer sur des objectifs plus lointains dans la saison, notamment pour certains les Jeux Olympiques, notamment sur la piste ou sur le VTT, et que bon, ça va peut-être permettre d'avoir des ouvertures en troisième semaine. Je passe au flop. Du côté des flops, c'est Warren Barguil déjà et Guillaume Martin. Du côté de Warren Barguil, pas compliqué ce début de Dauphiné. Alors de toute manière, quand vous faites un Dauphiné que vous êtes malade, c'est toujours très très difficile parce que voilà, vous êtes malade sur une course de préparation au Tour de France. Donc forcément, le début de Tour de France risque d'être compliqué pour Warren Barguil. Je vous le dis déjà. C'est dommage puisqu'en plus c'est en Bretagne que je pense qu'il aurait voulu se montrer, Warren Barguil, mais là il avait une crève pas possible quand il a plus de voix, enfin voilà, tu sens qu'il est bien malade. En plus après derrière il tombe. Donc là c'est toujours un petit peu compliqué. Après la chute est peut-être due aussi à un état de fatigue plus important à ce moment-là de l'étape parce que malade ou quand vous êtes malade des fois vous n'êtes pas toujours hyper attentif, le cerveau est aussi un petit peu embrumé quand vous avez la crève, donc c'est peut-être ce qui arrive en ce moment à Warren Barguil. Et puis Guillaume Martin, dommage aussi, pour les mêmes raisons que Warren Barguil, tomber sur une course de préparation, ce n'est pas top. Surtout que là il tombe, je pense qu'il était déjà pas très bien placé dans le peloton. Et Guillaume Martin, j'étais en train de me dire ça, c'est pas la première fois qu'il tombe quand même, c'est un coureur que je vois souvent tomber. Guillaume Martin, j'étais en train de me faire un petit... Donc est-ce que c'est un coureur qui ne sait pas très bien se passer dans le peloton, qui n'est pas très à l'aise sur un vélo? Après, comme si ça me rappelle un petit peu, c'était Jérémy Roy qui disait ça en interview un moment pendant sa carrière. Jérémy Roy qui avait fait beaucoup d'études, il était ingénieur. Là on est aussi sur un coureur qui a fait beaucoup d'études, qui a une maîtrise ou un master je crois en philosophie, Guillaume Martin. Il disait que pour faire les études il avait dû mettre de côté très clairement le cyclisme et de faire quasiment des années où il courait extrêmement peu, et qu'en fait après il manquait d'expérience, ce qui fait que dans le peloton il avait du mal à courir, Jérémy Roy. Et peut-être que c'est la même chose pour Guillaume Martin qui a un manque d'expérience parce que à une époque il n'a pas pu rouler autant qu'il le souhaitait dû à ses études. Mais c'est assez surprenant de le voir comme ça souvent tomber. Et puis une chute sur le Dauphiné, c'est pas bon signe, parce que si par exemple il y a une blessure ou des douleurs suite à cette chute, bien vous les embarquez pendant tout le Dauphiné, qui est quand même la course de préparation, et vous pouvez arriver en n'étant pas au top de votre forme sur le Tour de France, parce qu'en plus cette année, Dauphiné Tour de France, ça arrive très vite. Donc ça peut être un petit peu compliqué, c'est dommage. Donc on espère que du côté de Guillaume Martin, il n'y a rien de cassé, il n'y a pas de gros bobos pour qu'il puisse finir correctement ce Dauphiné, surtout qu'il peut faire un bon classement sur ce Dauphiné, encore plus cette année parce que vous avez une starting list qui n'est pas exceptionnelle. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, j'en ai mis que 2 aujourd'hui des coureurs au top. Je commence avec Colbrelli. Il a enfin claqué sa victoire d'étape sur le Dauphiné. Il tournait autour quand même depuis la première étape, 2 fois deuxième, 1 fois troisième. Pas aidé par son équipe. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que disait Laurent Jalabert sur France Télévisions, qui disait que son équipe avait un peu chié dans la colle lors de l'étape numéro 2. Il le disait pas comme ça, mais c'était un peu l'idée. Et c'est vrai que Colbrelli, il n'avait pas été aidé, notamment dans la dernière difficulté, où c'était Ineos qui faisait le rythme, avec peut-être un collectif également Bahreïn qui n'avait pas été exceptionnel. Collectif Bahreïn qui n'est quand même pas la meilleure équipe qu'on a emmenée de l'histoire de Bahreïn victorieuse sur les épreuves World Tour. Mais du côté de Colbrelli, là il a été solide. Là il a fait vraiment une belle étape. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien son sprint. Il était encore une fois une jambe au-dessus de tout le monde, mais il est une jambe au-dessus de tout le monde depuis le début de la course. Et puis là, c'était vraiment une arrivée parfaite pour lui. Quand on connaît ses qualités de
de puncher, grimpeur, Colbrelli, c'est le sprinter aujourd'hui qui passe le mieux les bosses. Et je crois qu'il passe même mieux les bosses que Sagan de la grande époque et que Matthews aussi, parce que faut rappeler également que Colbrelli a fait un énorme travail en montagne ces dernières années sur le Tour de France notamment pour Michael Landa, j'allais dire encore Michael Landa du côté de Colbrelli, et je pense que ça l'a aidé. Alors peut-être qu'il a perdu un peu de puissance pendant cette période-là, mais cette année je trouve qu'on a retrouvé de grands Colbrelli, comme à l'époque de la Bardiani ou de sa première année chez Bahreïn, et ça c'est vraiment très satisfaisant. Puis je mets McNulty, qui je pense est le meilleur sprinter des coureurs complets, on va dire. Bon rouleur de contre-la-montre, McNulty. Alors en haute montagne, j'ai encore des doutes sur ses capacités, mais c'est un très bon, il grimpe quand même plutôt pas trop mal, mais c'est le meilleur sprinter. Moi je me souvenais sur le Giro l'année dernière où il avait fait une 3e place sur une étape en 2e semaine, je crois que c'était l'étape du vendredi de la 2e semaine, où il avait fait 3e sur un sprint, et je crois que c'était même 2e du peloton, où il avait été très très performant. McNulty, c'est un coureur qui aime ce type d'arrivée. C'est un coureur qui est très performant dans ce type de petites bosses. C'est pas un puncher comme il est en dessous, je dirais, d'un Pogačar peut-être ou d'un Van Aert, mais c'est un coureur qui est très rapide dans ce genre de situation, et il l'a encore montré. Et comme il est très bon aussi sur le contre-la-montre, il va falloir faire attention à lui. Je pense que c'est le coureur numéro 1 pour reprendre le maillot de leader ce soir après le contre-la-montre de l'étape numéro 4. On passe au flop rapidement, je vais pas faire d'habillage. Du côté des flops, j'ai mis Alexander Kristoff. Du côté d'Alexander Kristoff, pourtant on l'a emmené, je crois que très clairement la bosse était trop dure, car il a complètement explosé. Je peux vous dire son classement. Alexander Kristoff, il finit tellement loin, il n'était pas sur le premier tableau, il finit 29e. Donc il a vraiment explosé. Hein. Parce qu'il est très bien placé, hein, il est dans le top 6, dans le top 7 des coureurs au début de la pente, quand le sprint se lance. Alors quand il a décidé de lancer son sprint, il s'est absolument rien passé, et il a complètement calé Alexander Kristoff. Donc je pense que la montée était un peu trop dure pour lui. Et puis en deuxième flop, j'ai mis Jacobsen. C'est dommage, on a énormément... C'est un demi-flop, c'est vraiment un petit flop Jacobsen, mais on a roulé énormément pour lui aujourd'hui. Et puis bon, il n'a pas réussi à faire son sprint. Un sprint aussi qui n'a pas été vraiment extrêmement bien lancé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une équipe qui dominait le rythme du peloton. Beaucoup d'équipes étaient à un niveau assez proche, et c'est vrai que c'était quand même un petit peu musclé. Et c'est là où on voit toute la difficulté maintenant que va avoir Fabio Jacobsen. C'est certes, il a des bonnes jambes. Physiquement, il a récupéré. Par contre, c'est mentalement. Il va falloir réussir à prendre des risques dans le peloton pour faire des sprints, parce qu'un sprinter doit prendre des risques. Et c'est ça le plus compliqué. Et encore une fois, je raconte toujours cette anecdote de Jalabert qui n'a jamais réussi à refaire des sprints en peloton après Armentières et son accident terrible. Il n'a jamais réussi à retrouver ces qualités-là, et c'est pour ça qu'il est devenu un petit peu puncher, grimpeur ensuite, qualité qu'il avait déjà avant, mais le sprint massif, il ne pouvait plus. Il n'avait plus les capacités mentales de le faire. Et c'est pas le seul à avoir eu ce problème-là. Hein. D'autres coureurs qui ont pris des grosses chutes sur des sprints n'ont jamais réussi à reprendre des risques qu'il faut pour faire des sprints. C'est très compliqué. Un sprinter, c'est mentalement aussi qu'il est très fort, c'est réussir à prendre ces risques qui sont souvent calculés pour ne pas tomber, mais pour finir dans les meilleurs du classement. Bon, donc voilà, du côté de Jacobsen, je crois que maintenant c'est là-dessus il va devoir travailler, et ça va prendre beaucoup de temps, mais on peut saluer quand même le travail qu'a fait la De Koninck pour l'aider aujourd'hui. Demain, pour vous, aujourd'hui, contre-la-montre, c'est l'étape 4 entre Firmini et Roche-la-Molière, contre-la-montre de 16 km. Ça va nous donner un premier aperçu de la hiérarchie sur ce critérium du Dauphiné libéré entre Firmini et la Roche-la-Molière. Je dirais que ça grimpouille un peu, mais c'est pas non plus extrêmement difficile sur ce contre-la-montre là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il y a 317 mètres de montée sur 16 km d'épreuve. Donc vous voyez à peu près le dénivelé positif
quand même sur ce chrono. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, on va y arriver. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.